Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage! Salut l'équipe, c'est Lovalist. On se retrouve donc pour un petit débrief des demi-finales de la Coupe du Monde de rugby qui ont eu lieu ce week-end. On va prendre un petit peu la chronologie à l'envers parce que je vais d'abord commencer par détailler Pays de Galles, Afrique du Sud, un match que j'ai trouvé plus chiant que le match Nouvelle-Zélande-Angleterre, et donc je préfère garder le meilleur pour la fin tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Ça permet grandement de soutenir la chaîne. Du coup, on va commencer par Afrique du Sud, Pays de Galles, qui a donc été remporté par l'Afrique du Sud sur le fil, on va dire, du coup 19-16. Donc oui, j'ai trouvé que c'était un match un petit peu soporifique, beaucoup de fautes de main, beaucoup de déchets et beaucoup trop de jeux au pied à mon goût, avec trop peu de risques qui ont été entrepris en attaque. Les deux équipes voulaient clairement pas se découvrir, et dans ce choc très serré, les Gallois ont tout simplement perdu la bataille physique, il me semble. Et je suis pas sûr pour les Gallois que c'était la bonne stratégie de vouloir affronter les Sud-Africains sur le registre de la dimension physique, surtout qu'ils ont pas mal donné en poule et en quart, donc je pense que les organismes étaient quand même pas mal mis à l'épreuve, et en plus si on remonte dans le temps, ils ont quand même pas mal donné cette année avec le tournoi destination, donc je sais pas si il fallait franchement prendre les Sud-Africains de front. Ils auraient peut-être gagné à plus déplacer le ballon, mais je trouve que mentalement quand même les Gallois ont fait preuve d'une redoutable force comme d'habitude, même si c'était quand même un peu moins impressionnant que lors du dernier tournoi, et jusqu'aux 5 dernières minutes, c'était quand même bien dans la partie. Ce match a tout d'abord été un duel de buteurs, les deux équipes se sont rendues coup pour coup en pénalité, à la pause il y avait 9-9 il me semble, et du coup le premier essai n'est intervenu qu'à la 56e minute par le centre sud-africain De Allende, qui va marquer tout en force en profitant de quelques largesses défensives des Gallois. Et les Gallois, 8 minutes après, à la 64e minute, vont faire preuve de pas mal d'arrogance pour arracher un essai face aux Sud-Africains. Il y a une faute sud-africaine qui est sifflée à 10 mètres de l'embut sud-africain, et les Gallois, plutôt que de prendre les points et d'essayer de se rapprocher au score, décident de faire preuve d'arrogance et de caractère en choisissant la mêlée pour à tout prix essayer de mettre un essai à cette équipe sud-africaine. Et finalement, ça a été un choix payant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est quand même culotté, ils sont quand même pas hyper dominants depuis le début du match. Dans la dimension physique, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Et finalement, la mêlée a été propre, le ballon a circulé assez rapidement jusqu'à l'aile de Josh Adams, qui va marquer l'essai gallois. Et du coup, les deux équipes étaient à égalité, il y avait 16-16 à 15 minutes de la fin. Moi, franchement, à ce moment-là, je me disais que ça allait partir en prolongation, et je vous avoue que ça me faisait un peu chier parce que ce match ne m'a pas clairement emballé. C'était un gros match dans le sens où il y avait beaucoup d'engagement, etc. Mais en termes de rythme et d'intention de jeu, c'était quand même pas la folie. Et clairement, c'était une demi-finale en dessous, largement en dessous de celle qui a opposé les All Blacks aux 15 de la Rose. Pour récapituler, peu de jeu, du coup surtout du jeu à une passe et beaucoup de défis physiques, et avec pas mal de jeux au pied également par-dessus pour essayer de faire déjouer l'adversaire, d'occuper le terrain, de mettre la pression, et aussi de profiter des fautes. Mais voilà, je trouve que tactiquement, c'était quand même pas le match le plus emballant. Je trouve que côté gallois, Dan Biggar n'a clairement pas le même impact que ce qu'il a pu montrer avant la Coupe du Monde. Dan Biggar, je pense qu'il maintenant il a peur du contact. Je pense qu'il se sent en danger par rapport à tous les chocs qu'il a reçus. On rappelle qu'il a quand même fait 2 commotions à 10 jours d'intervalle dans cette Coupe du Monde. Et ce qui fait que parfois il semble perdu, il ne sait pas trop quel choix prendre. Et je trouve que de manière générale, du coup, il a peur de s'exposer et il n'entreprend pas grand chose. Et en plus, du coup, en défense, il subit pas mal, il essaie de plaquer haut et de rester debout. Et il perd beaucoup de mètres comme ça, il s'expose pas trop. Du coup, c'est une cible facile pour les centres sud-africains, surtout quand on voit De Allende qui est très physique. Péter dans la zone du 10 quand c'est Biggar, c'est assez facile. Outre Dan Biggar, je trouve que d'une manière générale, les leaders gallois ont quand même un peu manqué. Alun Wyn-Jones n'a pas été aussi éclatant qu'à son habitude, pas aussi éclatant que pendant le tournoi. Je trouve que pareil, la paire de centre Parks, Jonathan Davis est beaucoup moins dominante que ce qu'elle a pu montrer avant. Elle a pas mal subi et elle n'a pas été aussi forte que ce à quoi elle nous a habitués. Mais par contre, je trouve que Alf Penny a fait un très bon retour, impérial dans les airs. Franchement, Alf Penny, une surprise parce que je pensais pas qu'il reviendrait dans la compétition comme ça. Il a profité de la blessure de Liam Williams. Et du coup, il a quand même marqué des bons points, je trouve. Et globalement, je pense que les Gallois, c'était un petit peu peut-être le match de trop. Ils ont fait une longue saison durant laquelle ils ont beaucoup donné. Ils ont une très grosse phase de poule. Pour moi, c'était la poule la plus relevée en fait, avec les Australiens, les Géorgiens, les Uruguayens et les Fidjiens. Franchement, c'était ultra dense physiquement, ultra éprouvant pour les organismes. En plus, ils se sont fait peur face à la France en quart de finale. Ils ont pas mal bataillé. Je pense que là, c'était compliqué de prendre les Sud-Africains, surtout en essayant de les défier sur le registre physique. Globalement, pour les Gallois, c'est pas une Coupe du Monde qui est ratée du tout, mais je pense qu'ils pouvaient quand même espérer mieux au vu de la dynamique qu'ils avaient avant la Coupe du Monde, et surtout, ils ont été un peu frustrants au niveau du contenu du jeu. Côté Sudaf, clairement, c'est l'impression de puissance qui domine, un peu à l'image de la charge de Duane Vermeulen qui va éteindre le pilier gallois qui s'était mis en travers de son chemin. Globalement, le pack sud-africain, c'est quelque chose de hyper solide, très impressionnant, une véritable machine. Pour moi, le meilleur avant sud-africain, c'est clairement Peter Steve du Toit, 18 plaquages,
plaquage, une activité et une mobilité dans le jeu. Il est disponible partout. C'est un très bon troisième ligne. Un remplacement payant puisque je rappelle qu'à la base il jouait deuxième ligne parce qu'il fait quand même 2 mètres le gaillard. Franchement, il joue admirablement bien. Et du coup, je pense que ça va être un très gros combat avec la troisième ligne anglaise qui va rencontrer en finale. Et également, je trouve que Marc, ça fait une bonne rentrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le préfère un bon ambi. Derrière, c'était du jeu typique Sudaf. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus direct et de beaucoup plus physique. On envoie des quilles ou on fait péter Daliende pour fixer au centre du terrain. Je trouve que cette stratégie, même si elle est efficace, c'est un petit peu dommage quand on connaît la qualité des ailiers sud-africains. Là sur ce match c'était Nkosi et Mapimpi, mais même Colby, lorsqu'il joue avec l'Afrique du Sud, il a quand même peu de ballons qui sont directement donnés par ses partenaires. Et souvent c'est sur des ballons de relance sur lesquels les ailiers ont des ballons avec les Sud-Africains. Et ouais, les ailiers sud-africains sont quand même très peu servis, malgré le fait qu'ils soient quand même très dangereux ballon en main. Donc c'est une stratégie comme une autre, mais je pense que face aux Anglais, ça va peut-être pas être suffisant. Je pense qu'il va falloir essayer de déplacer les Anglais, il faut mettre un peu du rythme parce qu'on a bien vu que les Anglais ça bouge pas, sinon on va y revenir lorsque je vais parler du match des Anglais, mais les Anglais, si tu commences pas à essayer de mettre du rythme et à essayer de les bousculer, ils vont te bouffer tout simplement. Donc je pense qu'il va falloir peut-être revoir un petit peu la stratégie de ce point de vue là. Là ça marche face aux Gallois, mais face au roast beef à mon avis, va sûrement falloir se découvrir un petit peu plus. Les déceptions pour moi sud-africaines, c'est surtout Willy Leroux, que je trouve vraiment décevant depuis le début de la compétition, en dessous de ses standards habituels. Malgré tout, il semble avoir la confiance de Rassi Erasmus, donc espérons que ce soit payant pour lui en finale. Pareil, je trouve que Faf de Klerk, le demi-mêlée, ne dynamise pas comme il savait le faire avant. J'ai l'impression qu'il est restreint par un plan de jeu simple, alors qu'il a de grandes qualités de vitesse, d'explosivité, et il a quelque chose comme ça qui fait qu'il sent bien les coups. C'est un joueur qui est capable de fulgurance, et je pense que des fois il gagnerait un petit peu à dynamiser au lieu de toujours faire jouer ses gros ou taper par-dessus. Bref, c'est tout pour cette demi-finale Pays de Galles, Afrique du Sud. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la France aurait pu exister dans ce match-là à la place des Gallois. Personnellement, quand je vois le match des Sud-Africains, je pense qu'on n'aurait pas forcément été ridicule. Mais voilà, on va pas non plus tirer des plans sur la comète, dites-moi juste si vous pensez qu'on aurait pu exister dans ce match. On va du coup passer au match Angleterre-Nouvelle-Zélande, un match qui a été fantastique. Je pense que c'était le match qu'on attendait tous. Moi j'étais vraiment excité de me lever samedi matin pour voir ce match-là. Je pensais pas que les Anglais seraient à ce niveau-là. On en avait un petit peu parlé durant mon live, moi j'avais dit que ce serait 60% pour les Néo-Zélandais, 40% pour les Anglais, selon mes pronostics. En fait, surtout je trouvais que c'était difficile jusqu'à présent de voir le vrai niveau des Anglais, tant leur parcours en poule et en quart de finale a été pour eux facile. Je savais qu'ils n'avaient pas encore tout montré avant cette demi, mais je penserais pas qu'ils mangeraient les Néo-Zélandais à ce point-là. La sérénité de cette équipe d'Angleterre, elle a commencé déjà dès le haka, avec ce V prêt à manger les Kiwis, et ils sont parvenus à cueillir à froid les All Blacks d'entrée de jeu. Au bout de 1 minute 30, après une grosse séquence de jeu, ils ont marqué par l'intermédiaire de Manu Tuilagi, et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que franchement, ce match allait être très fort et qu'il allait rester dans les mémoires. Les 10 minutes qui ont suivi furent d'une intensité folle. J'ai rarement vu ça dans un match international, je sais même pas si j'ai vu ça un jour dans un match international, et c'était d'un niveau stratosphérique. Face à cette pression anglaise, face à cet étau blanc, les Blacks sont parus complètement démunis, ils étaient un petit peu perdus, ils avaient très peu de solutions, ils avaient pas la possession, pas l'occupation, et en plus lorsqu'ils avaient la balle, ils essayaient un petit peu de surjouer pour trouver un espace, pour trouver un moyen de sortir de cette nasse, et ça leur a desservi parce que du coup ils ont fait pas mal de fautes de main, ils n'ont pas été très propres, et surtout ils ont pas marqué de points avant la 56e minute. Et entre temps les Anglais, eux, ils ont campé dans le terrain néo-zélandais, et ils ont même eu le luxe de se faire refuser 2 essais. Et du coup, suite à une erreur en touche, à la 56e minute, Savea réussit à récupérer un ballon anglais et va filer à l'essai. Mais du coup, c'était pas du tout un essai construit, pas un essai made in All Blacks comme on a l'habitude d'en voir. Et pour moi, c'est un petit peu une preuve de l'impuissance néo-zélandaise, c'est que le seul essai qui marque, c'est sur une faute anglaise sur ce match-là, et qui était à 5 mètres de la ligne. Un truc que toutes les équipes auraient pu marquer. À partir de là, le compteur néo-zélandais va plus bouger du tout, et le score va se finir sur une victoire des Anglais, 19-7. Ce match, c'est clairement une domination sans partage des Anglais. Ils m'ont transmis une impression de solidité, de sérénité. C'est une équipe qui était sûre de son rugby, dominante sur les impacts, avec un pack d'avant qui était ultra dominateur, et des arrières rapides et précis. Franchement, tout le monde était au diapason pour ce match-là, et les Blacks, ils ont tout simplement pas pu exister. Devant, Itoje a régné, au plaquage, dans les regroupements, au grattage de la balle, franchement il était partout, même en touche, impressionnant Itoje. Maintenant on est sûr d'avoir trouvé le meilleur deuxième ligne mondiale, ce match était une véritable masterclass de sa part. Je trouve également toujours très intéressant le travail des piliers anglais, Mako Vunipula et Kyle Sinclair, parce que je trouve qu'ils jouent juste tout simplement. Dans la puissance, ils jouent juste, ils savent aussi jouer dans le dos, faire des feintes. Franchement, ils sont parfaits ces deux piliers-là. J'aime pas les Anglais, mais on est obligé d'avouer que là, ils sont beaucoup plus forts que tout le monde. Mais aussi, surtout, ce qui a impressionné là, c'est les flanqueurs Curry et surtout Underhill qui ont distribué des tampons à longueur de match, qui ont gratté la balle, qui ont fait chier les Néo-Zélandais, qui ont empoisonné tous les ballons. C'est des véritables chiens de guerre, ces deux-là. Et pour moi, c'est des véritables modèles de troisième ligne alors qu'ils sont seulement 21 et 23 ans. C'est impressionnant. George Ford a été parfait au pied. En plus, il a pas mal été sollicité en défense, il a pas failli là-dedans. Pour moi, George Ford, il apporte quand même de grandes garanties. Il fait pas beaucoup de bruit, George Ford, hein, mais
il est là, il est présent, il tient son match, et il est très important pour l'équipe d'Angleterre. Derrière, Tuilagi est toujours aussi impressionnant, mais je pourrais continuer comme ça en passant en revue tout l'effectif. Tout le monde a joué sa partition à la perfection, ou presque. Farrell a été peut-être un petit peu moins décisif qu'à son habitude, mais je pense qu'il est vraiment important pour ce groupe, et Farrell il a une aura maintenant, une stature au sein du groupe, qui fait que même quand il est là et qu'il est pas ouf, l'équipe elle est quand même à fond quoi. Côté Blacks, il y a une faillite des cadres je trouve, même si Barrett a essayé des fois de redynamiser, on a vu il a essayé de faire des courses, des gros sprints, ça a pas trouvé d'aboutissement, c'est pas suffisant, il a pas été assez présent selon moi. Une véritable débâcle des cadres chez les avants, Whitelock et Reed ont été absents, en plus Whitelock fait une faute bête en essayant de mettre une gifle à Owen Farrell. Moi je connais des arbitres qui auraient pu mettre un carton jaune pour ça, et du coup ça atteste de la frustration des All Blacks sur ce match-là. La première ligne a vraiment su faire la comparaison avec celle des Anglais. Scott Barrett qui a été replacé en 3ème ligne à la place de Sam Cane, pour moi ça n'a pas été un choix payant du tout. A priori c'était pour être performant en touche, on ne l'a pas vu en touche. Je vous demande toujours pourquoi est-ce qu'il a été mis en 6, ça n'a pas été payant. Mais pour moi les deux satisfactions Blacks de ce match, c'est Savea, qui a pour moi été l'un des seuls à essayer de se révolter dans ce match-là. Dès qu'il a la balle, on voit qu'il a une rage en lui, qu'il essaie d'avancer, et ça a été un des rares à vraiment trouver de l'avancée au contact. Il a aussi pas mal bataillé dans les regroupements, dans les rucks. Ardie Savea, je pense que c'est un futur très grand joueur des All Blacks, qu'il soit en flanqueur ou en numéro 8, il a un grand avenir à ce poste-là, si jamais il se blesse pas, et si jamais il est toujours à son pic de forme quoi. D'ailleurs je trouve que Goodieu a apporté pas mal d'agressivité, il a un peu subi face à Tuilagi, mais qu'il ne subirait pas face à Tuilagi, mais il a toujours été présent dans le jeu je trouve. Goodieu, moi j'aime bien ce joueur, je pense pas qu'il soit passé à côté de son match, mais il a quand même été remplacé assez tôt, à la 55e minute, Sonny Bill Williams l'a remplacé, et là Sonny Bill Williams pour moi c'est un peu l'énigme du groupe néo-zélandais. Je trouve qu'il est plus haut niveau et qu'il tente trop de passer toujours après contact et qu'il a beaucoup trop de déchets maintenant. Donc ouais, Sonny Bill Williams, je suis pas du tout un fan de ce joueur, et d'autant plus lorsque il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs qui sont restés en Nouvelle-Zélande. On va pas ouvrir un débat là-dessus, mais je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il est rentré à ce moment-là du match. Et d'un point de vue tactique, tout simplement, je trouve que les Blacks, personnellement, ils sont plus forts lorsque Beauden Barrett est en 10. Mo'unga, il apporte pas grand chose j'ai l'impression au sein de ce groupe. C'est pas que Mo'unga soit mauvais, mais c'est juste que Barrett est tellement meilleur en 10. Mo'unga a fait une très grosse saison avec les Crusaders, moi je pensais qu'il était beaucoup plus fort que cela, mais je pense que la marche du niveau international est peut-être très haute pour lui pour l'instant à digérer. J'espère pour lui qu'il va réussir à retrouver de la confiance et à rehausser son niveau de jeu, mais je le trouve un petit peu décevant. Honnêtement, Mo'unga, je pensais qu'il serait beaucoup plus décisif que ça. Surtout, moi, je préfère quand Barrett est en numéro 10 et quand Ben Smith est à l'arrière. Je pense qu'il y avait besoin de plus d'expérience sur ce match-là. Et ouais, à l'arrière, Ben Smith, pour moi, c'est le meilleur arrière du monde. Et clairement, je pense que sur ce match-là, les Blacks ont manqué de maturité pour se sortir du piège anglais. Et pour finir, je trouve que Ioane aurait été préférable à la place de George Bridge. George Bridge est un bon joueur, mais il a juste une très bonne saison en Super Rugby avec les Crusaders. Il était bon aussi il y a 2 ans, mais c'est vraiment cette année-là qu'il a explosé. Et pour moi, Ioane aurait peut-être eu plus de coffres à ce niveau-là face aux Anglais. On rappelle que Ioane est quand même l'un des meilleurs marqueurs des All Blacks par rapport à son nombre de sélections. En plus, il était présent lors de la tournée des Lions britanniques en 2017, et du coup, je pense qu'il a quand même un plus gros bagage que Bridge par rapport aux échéances internationales de ce niveau-là. Et pour moi, clairement, les Blacks étaient meilleurs en 2017 qu'en 2019. Bref, du coup, la finale sera un remake de celle de 2007 avec Afrique du Sud, Angleterre. Un très gros match en termes de dimension physique, je pense que ça va taper très fort, mais j'espère avoir un peu plus de jeu que lors de la demi Afrique du Sud Pays de Galles. Très clairement, les Anglais sont ultra favoris, mais je pense que les Sud-Africains ont encore quelque chose à nous montrer, ont encore quelque chose dans la manche, et surtout normalement il y aura le retour de Colby pour les Sud-Africains, et Colby on sait très bien qu'il a une faculté à pouvoir changer le match à lui tout seul, donc voilà, c'est sûr que ça va être un très gros match, et j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Dites-moi en commentaire, vous, qui est-ce que vous pensez qui va gagner entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud pour ce match-là, et dites-moi aussi pourquoi également, si vous avez le temps d'argumenter, c'est toujours intéressant à lire. Oui, parce que je lis tous vos commentaires. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, moi j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief de la finale. Ciao, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.